les ensembles. Ces objets mathématiques ils sont à la base de toute la classification des autres objets mathématiques. C'est évidemment une notion essentielle pour bien commencer le lycée et pour comprendre les notations et le langage mathématique dans sa globalité. Salut, aujourd'hui je vais te faire un récapitulatif complet du cours sur les ensembles. Tout d'abord, un ensemble c'est quoi? Eh bien, par définition, en fait, un ensemble c'est une collection désordonnée d'objets uniques. Bon voilà, j'ai écrit la phrase au tableau et on va essayer de comprendre chacun des mots un peu complexes. Alors tout d'abord, ici le mot collection. Une collection c'est comme dans la vie quotidienne finalement quand tu as une collection de timbres par exemple. Une collection de timbres c'est un ensemble de timbres, d'accord, que tu as collectés et qui sont rangés quelque part. Finalement, un ensemble c'est ça, c'est une collection de quelque chose que tu as décidé de ranger quelque part parce que plusieurs quelque chose avaient des propriétés semblables. En l'occurrence, pour une collection de timbres, la propriété qu'ont les différents objets que tu collectionnes, c'est que ce sont des timbres justement. Cette propriété, c'est que ce sont des timbres, donc tu les ranges ensemble parce que ce sont des timbres. Ensuite, on a le mot désordonné. Alors, désordonné, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Une collection de timbres, par exemple, si on reprend cet exemple-là, c'est désordonné puisque tu t'en fiches de savoir quel timbre tu as eu en premier ou non. Évidemment, c'est pas le cas si tu les classes, si tu les ranges à chaque fois dans un petit livret, que tu les colles, etc., et qui sont numérotés par date, par exemple. Là, dans ce cas-là, ça sera une collection ordonnée. Mais si tu ranges tous tes timbres, par exemple, dans un tiroir et que tu les classes pas, que tu ne les tries pas, ici, c'est totalement désordonné. Tu t'en fiches de savoir quel est le premier, quel est le deuxième, etc. Un ensemble, c'est le même principe, d'accord? Tu as des éléments, tu as des objets, on va définir après évidemment ce que c'est, mais tu as des choses que tu décides de ranger, mais sans vraiment leur donner un ordre, sans les classer, peu importe finalement l'ordre dans lequel tu les ranges. Ensuite on a le mot objet. Un objet c'est quoi? Un objet c'est tout simplement quelque chose, il n'y a rien de très compliqué là-dessus, c'est quelque chose que tu vas utiliser par exemple en mathématiques, d'accord? Dans ce cas-là ça sera un objet mathématique, mais il y a différents objets dans la vie quotidienne qui ne sont pas des objets mathématiques, par exemple ce feutre, on peut considérer que c'est pas vraiment un objet mathématique. Après, ce feutre, on peut lui donner des propriétés mathématiques, par exemple, je sais pas, sa longueur, son épaisseur, évidemment si on le regarde comme ça, on peut regarder son rayon, il a également des propriétés physiques, par exemple sa masse. On peut lui attribuer plein de propriétés différentes, dans plein de domaines différents. Un objet finalement c'est ça, c'est quelque chose à qui on va attribuer des propriétés diverses et variées pour pouvoir le différencier des autres objets. Et enfin, le dernier mot ici, c'est le mot unique. Alors, unique, pourquoi unique? Tout simplement parce que dans un ensemble, les éléments, les objets, qu'on appelle du coup des éléments quand on parle d'ensemble, mais les objets qui sont dans les ensembles sont uniques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y trouve jamais plusieurs fois le même élément. Dans un ensemble, chaque élément ne s'y trouve qu'une seule fois. Alors, c'est pas forcément le cas dans une collection de timbres, par exemple. Il y a des timbres que l'on peut avoir en double, en triple, même en 10, en 20, en 50 exemplaires. Dans un ensemble, on s'en fiche en fait du nombre de fois qu'apparaît cet élément. Ce qui compte, c'est qu'il est dedans. Voilà, un ensemble, c'est ça. On a des éléments qui sont dedans. Ce qui compte vraiment, c'est quel élément est dedans et quel élément n'est pas dedans. Peu importe le nombre de fois qu'il apparaît, peu importe l'ordre. Voilà, juste savoir est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il n'est pas dedans. Pour faire l'analogie avec une collection de timbres, si par exemple un autre collectionneur arrive et me demande alors est-ce que tu as le timbre vert du Chili de 1964, je vais lui dire oui ou non, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans ma collection ou est-ce qu'il ne l'est pas. Il me demande pas combien de fois je l'ai dedans ou alors à quelle position il est, non, il me demande si je l'ai ou pas, et moi je vais lui répondre simplement oui ou non. Et donc c'est pour ça qu'on a le mot unique ici, c'est parce que les objets qui sont dans l'ensemble, ce qui compte c'est qu'ils soient dedans ou qu'ils ne soient pas dedans. Bien, maintenant qu'on a ici introduit la notion et qu'on a donc ici parlé de la définition d'un ensemble, on va maintenant parler un peu des notations. Alors un ensemble, ça s'écrit comment en mathématiques? Ça s'écrit tout simplement avec des accolades comme ceci. Donc ça, ce sont des accolades. Il faut évidemment en mettre deux, d'accord? Donc ici, je vais en mettre deux, un peu comme des parenthèses ou des crochets ou des choses comme ça. Et donc entre ces deux accolades, on va y écrire tous les objets que l'on a envie de mettre dedans, tous les éléments donc de notre ensemble. Alors ici, les objets, ça va être quoi? En maths, ça va être évidemment des objets de maths, des objets mathématiques. Et c'est quoi un objet en mathématiques? C'est quelque chose qu'on va utiliser pour faire par exemple des calculs.
Par exemple les nombres, bah oui les nombres, ce sont des objets mathématiques. Un nombre, c'est un objet mathématique. Par exemple 15, 15 c'est un objet mathématique, et je peux donc le ranger dans un ensemble ici, pas de problème. Et donc 15, je peux l'écrire dedans, je vais le mettre ici à gauche, hop, 15, voilà, il est dans mon ensemble. J'ai décidé de le ranger dedans, ok, super, dans ma collection, j'ai le nombre 15. Cool. Sauf que bon, une collection avec un seul objet, c'est quand même pas très intéressant, c'est pas une superbe collection. Moi, j'ai envie de collectionner d'autres nombres. Je sais pas, moi, par exemple, le nombre 23. Allez, hop, je prends 23, je le mets dedans. Hop, j'ai un nouveau nombre dans ma collection. Super. Allez, quel autre nombre je peux mettre dedans? Parce que j'ai envie de collectionner d'autres nombres. Le nombre pi, tiens, c'est un super nombre, ça, le nombre pi. Ah ben, je vais le mettre dedans aussi. Allez, hop, pi, il est dedans. Et pourquoi pas un autre? Allez, moins 0,5. Eh ben, allez, on y va. Moins 0,5, allez hop, moins 0,5, tac, il est dedans. Ouais, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de place, sinon il faudrait que je décale la collade. Mais en tout cas, voilà, ici j'ai un ensemble formé de 4 éléments, et ces 4 éléments, ce sont 15, 23, pi et moins 0,5. Et donc tu le vois ici, les éléments, on les a séparés par des virgules, pour bien ici les différencier. Alors, il faut faire attention quand on a des nombres à virgule, ici, comme moins 0,5, faut que ce soit clair, d'accord? C'est pour ça qu'on met quand même des petits espacements à chaque fois à gauche ou à droite de la virgule. Ici, bon, c'est bien clair, on a bien le nombre moins 0,5, mais faut être quand même précis quand on écrit ce genre de choses. Et cet ensemble, eh bien, je peux le nommer, je peux lui donner un nom. Par exemple, je peux lui donner une lettre. Bah oui, en maths, on aime bien donner ici des lettres pour nommer les choses, comme par exemple nommer les droites. Les droites en géométrie, on les appelle souvent des primes, ce genre de choses. Les fonctions, on les appelle par exemple f, g, h. Et même les nombres, parfois, on les appelle x, y, z, a, b, c, n, k ou ce que l'on veut. Bon, ben ça pareil, c'est un ensemble, on peut le nommer aussi d'une certaine façon, et on va l'appeler par exemple E, d'accord? E pour ensemble, mais on aurait pu l'appeler F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Jean-Jacques, Paul, Albert, Cunégonde. Et à partir de là, ça va être plus simple ici de faire des choses avec E, parce que à chaque fois, si on doit réécrire tout ça, c'est quand même un peu lourd comme notation, donc c'est bien de l'avoir nommé ici E, et à partir de là, on va faire des trucs. Bon, première chose ici qu'on va définir, c'est ce qu'on appelle la relation d'appartenance. Donc cette notation-là, normalement, tu la connais déjà en géométrie. Par exemple, pour les droites, les segments, les cercles, par exemple. Cette notation, donc, tu l'as normalement déjà vue, c'est le symbole appartient à, et on l'utilise également pour les ensembles. Alors, tu verras que, en fait, les ensembles, les droites, les cercles, tout ça, en fait, c'est la même chose, parce que finalement, une droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points, d'accord? Si je prends par exemple des points ici dans le plan ou dans l'espace, je prends un point, eh bien il peut appartenir à une droite. Et une droite, c'est un ensemble de plein de points, en fait, d'une infinité de points. Donc une droite, en fait, c'est un ensemble. De la même manière qu'un cercle, pareil, c'est un ensemble de plein de points, en fait, qu'on a collés les uns aux autres pour former un cercle. Et les points, ce sont des objets mathématiques, de la même manière que les nombres sont des objets mathématiques. Et c'est pour ça qu'on a ici cette même notation d'appartenance, d'accord, que l'on va utiliser ici avec les éléments d'un ensemble. Et donc, on va le faire. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire pour E? Par exemple, on peut écrire que 15, il appartient à E, ok? Donc ça, on l'écrit comme ça, 15 appartient à E. Bah oui, c'est vrai, puisque 15, ici, il est dedans. Je peux écrire également que pi, il est aussi dans E. Pi, ici, appartient à E. Bon, par contre, si on a un nombre qui n'appartient pas à E, si j'écris par exemple moins 8, moins 8, il n'appartient pas à E, donc on le note tout simplement, n'appartient pas, comme ceci, un appartient barré, n'appartient pas à E. Donc ça, voilà, c'est des notations assez simples qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, et que l'on va utiliser après très souvent lorsqu'on va parler des ensembles. Bon, maintenant on va parler d'ensemble fini et d'ensemble infini. Bon, c'est assez intuitif comme notion, un ensemble fini, c'est un ensemble qui contient un nombre fini d'éléments. C'est le cas de E, d'accord? E ici contient 4 éléments, donc c'est un ensemble fini. Et donc pour les ensembles finis, on peut en fait écrire leur nombre d'éléments sous la forme du cardinal de cet ensemble. Alors il y a plusieurs notations, d'accord? Cardinal, on peut l'écrire simplement card, d'accord? Card de E, ici on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire aussi d'une autre manière, c'est-à-dire on peut l'écrire comme ça sous 2 barres ici. On peut l'écrire aussi avec ici un dièse ou un croisillon, je sais jamais, donc avec un E ici comme ça. Voilà, il y a 3 notations, il y en a même plein d'autres, mais voilà, c'est 3 notations qu'on voit assez souvent, surtout les 2 premières, et donc ça en fait ça va être égal ici à 4, puisque effectivement notre E ici il a 4 éléments. Bon alors attention,
la notion cardinale pour les ensembles infinis, cette fois les ensembles qui contiennent une infinité d'éléments. Là c'est un peu plus ambigu, d'accord, on peut pas vraiment appeler ça le cardinal, en fait on appelle ça un ordinal, mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Ici on va s'intéresser vraiment à des choses simples, et donc quand on parle de cardinal, ici on va vraiment parler de cardinal d'un ensemble fini. Bon, après on peut définir aussi des opérations sur les ensembles, de la même manière qu'on peut faire des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions sur les nombres. Ben, ici on va pouvoir créer la même chose quasiment, enfin des équivalents pour les ensembles. Bon, pour faire ça il faut évidemment créer plusieurs ensembles. Ben, là pour l'instant on n'en a qu'un, donc c'est pas grave, je vais créer un autre ensemble qui va contenir par exemple le nombre 8, qui va contenir aussi le nombre 23 et aussi le nombre pi, et puis qui va contenir le nombre 0 et puis le nombre moins 1. Allez hop. Et donc cet ensemble-là, on va l'appeler F. Allons-y. Bon, la première opération que l'on peut effectuer sur deux ensembles, c'est leur intersection. Donc on l'écrit comme ceci, ok, E, intersection F, d'accord. On le lit d'ailleurs E inter F, d'accord, ça va plus vite, plutôt que de dire à chaque fois intersection, on dit inter, c'est plus rapide. Et donc ça va être en fait, comme son nom l'indique, hein, l'intersection des deux ensembles, c'est-à-dire tous les éléments qui vont appartenir aux deux. Bon, et puis cette notion d'intersection, elle peut se comprendre encore plus facilement en faisant ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Un diagramme de Venn, c'est ça, d'accord. On va noter ici par exemple l'ensemble E, c'est celui-ci, et celui-là c'est l'ensemble F. Et on va y ranger tous les éléments, et on fait bien attention à ranger les éléments dans le bon ensemble, et le cas échéant, si jamais ils appartiennent aux deux ensembles, on va les mettre ici dans leur intersection justement. Donc on regarde 15 il appartient uniquement à E, 23 il appartient aux deux, donc on va le mettre ici, ok. Pi pareil, il appartient aux deux, on le met dans l'intersection. Moins 0,5 il est ici, seulement dans E. 8 il est uniquement dans F. 23 on l'a déjà mis dans l'intersection, ça tombe bien. Pi aussi on l'a déjà mis dans l'intersection. 0 il appartient à F, et moins 1 à F également. Donc l'intersection, comme son nom l'indique, ça va être l'intersection des deux disques qui représente ici les ensembles dans ce diagramme de Venn. Donc l'intersection des deux disques, ici c'est bien évidemment ici, c'est donc ici la partie qui contient 23 et pi. Et donc ça va être un nouvel ensemble, ce 23 pi, d'accord, donc on peut l'écrire avec des accolades ici, 23 et pi, d'accord, 23 pi, c'est l'ensemble qui constitue l'intersection des ensembles E et F. Bon, maintenant, une autre opération que l'on peut effectuer, c'est l'union, ou la réunion, d'accord. Il y a plusieurs noms, il y en a qui disent union, d'autres réunion, moi je préfère union, c'est plus simple. Donc on va l'écrire avec un U, c'est pour ça que c'est d'ailleurs un bon moyen mnémotechnique, c'est-à-dire que l'intersection, bon, peu importe, mais l'union, on sait que ça va être un U, d'accord, donc il faut pas oublier cette chose-là, donc E union F, d'accord, on va l'écrire comme ceci, et donc l'union c'est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait on va faire la réunion des deux, on va prendre les deux ensemble dans leur globalité, on va les réunir pour former un plus grand ensemble. Donc en fait l'union des deux, ça va contenir tous les éléments des deux ensembles. Donc ça on va l'écrire, donc ça contient donc le nombre 15, ok, le nombre 23, le nombre pi, le nombre moins 0,5, ok, ça contient le nombre 8, du coup on passe à F, le nombre 23, le nombre 23, attention, on l'a déjà écrit, je rappelle qu'un ensemble contient des éléments qui sont uniques, donc le nombre 23, il va pas apparaître plusieurs fois, d'accord, il apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble, on le réécrit pas une deuxième fois. Donc pareil pour pi, d'accord, pi on l'a déjà écrit, ok, donc on le réécrit pas une deuxième fois, et 0, il est dedans, et moins 1. Il est dedans, voilà, bon ça c'est tout bête, hein. C'est l'union donc de E et de F. Bon, la troisième opération que l'on peut définir, c'est la différence d'ensemble que l'on note comme ceci, E privé de F, ça se dit comme ça, E privé de F, ok, alors parfois on le note avec un moins, d'accord, comme pour la soustraction, ça peut se noter avec un moins, d'accord, c'est possible, mais bon, la notation, on va dire plus visuelle, c'est quand même celle-ci, et en fait, ça va être encore un ensemble qui, en fait, va être le premier ensemble, c'est-à-dire l'ensemble E, auquel on va retirer tous les éléments de F. Donc ça, on va l'écrire, on va d'abord réécrire E, on réécrit le premier, d'accord, le premier ensemble, donc on réécrit 15, 23, pi et moins 0,5, ok, mais on retire tous les éléments de F, c'est-à-dire qu'on va retirer 8, sauf que 8, c'est pas grave, il est pas dedans, donc on touche pas pour 8. Pour 23, là on touche parce que 23 il est dedans, donc on retire 23, ok.
Ensuite, pi, pareil, on va le retirer puisqu'il est dedans. On retire pi. Et puis 0, 0, on touche pas, c'est bon, il n'est pas dedans, 0. Moins 1, c'est bon, pareil, il n'est pas dedans. C'est bon. Donc E privé de F, c'est cet ensemble-là, 15 et moins 0,5. Je vais le réécrire, d'accord, pour que ce soit plus joli. 15 et moins 0,5. Bon, attention, cette fois-ci, si j'avais fait le contraire, si j'avais calculé F privé de E, est-ce que ça aurait fait la même chose? Ben, tu te doutes bien que non, hein, et puis ça, on va le vérifier. Si je fais F privé de E, ici, ben, je vais réécrire du coup, cette fois-ci, l'ensemble F, hein, ici, le premier ensemble, c'est F. Donc, je vais réécrire 8, 23, pi 0 et moins 1, ok, et je vais enlever tous les éléments de E, c'est-à-dire 15, hop, 15, est-ce qu'il est dedans? Bah non, c'est bon, on n'y touche pas, 15, on s'en fiche, 23, ah, 23 il est dedans, on l'enlève, pi il est dedans aussi, on l'enlève, et moins 0,5, c'est bon, il n'est pas dedans, donc ici on a 8, 0 et moins 1, que je vais donc réécrire proprement, 8, 0 et moins 1, et donc ici tu vois bien que E privé de F, ce n'est pas pareil que F privé de E. Bon, et maintenant je vais créer un troisième ensemble, d'accord, que je vais donc noter ici avec les éléments, allez, 8 et 0, hop, 8 et 0, et cet ensemble, je vais l'appeler, en toute logique, G. Bon, sur notre diagramme de veine, ici, ça correspond à quoi cet ensemble G? Il est tout simplement ici, je vais le noter dans une autre couleur pour qu'on le distingue bien. Ici, ça va être notre ensemble G, d'accord, qui contient 8 et 0. Bon, cet ensemble G, il a quand même une particularité, c'est que, regarde, en fait, il est vraiment dans F, c'est-à-dire qu'en fait, F, il englobe G. Bon, et cette notion d'englobage, eh bien, ça existe en maths, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que G, il est inclus dans F. Donc ça va se noter comment? G inclus dans F, ça va se noter en fait tout simplement comme ceci, G est inclus dans F. Et en fait, G inclus dans F, en fait, on peut l'écrire aussi différemment avec une belle phrase en fait, c'est-à-dire que G est inclus dans F si et seulement si, on va l'écrire comme ceci, si et seulement si tout élément de G est aussi dans F. Donc on va l'écrire si et seulement si tout élément de G est dans F. Donc voilà, ici c'est le cas, tous les éléments de G sont aussi dans F. Si je prends tous les éléments de G, je vérifie, ils sont bien aussi dans F, c'est-à-dire que 8, il est aussi dans F, et 0, il est aussi dans F. Donc c'est ça la relation ici d'inclusion des ensembles, c'est en fait on vérifie si tous les éléments du premier ensemble sont également dans le deuxième. Bon alors G, il a aussi une autre particularité par rapport à E. Oui, si on regarde les éléments de G et les éléments de E, en fait ils en ont aucun en commun. Et donc ça, en fait, ça va se noter comme ceci, c'est-à-dire G inter E est égal à ce petit rond barré ici qu'on appelle en fait l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Il est juste défini comme ça, d'accord? Il se note comme ça, c'est un ensemble, c'est une collection, avec rien dedans. C'est comme si j'avais une collection de timbres, mais en fait j'en ai aucun. Bon, j'ai une collection de timbres quand même, hein, elle existe ma collection, c'est juste qu'il n'y en a pas. Donc pour les ensembles c'est pareil, hein, cet ensemble qui s'appelle l'ensemble vide, c'est un ensemble avec rien dedans, donc c'est pas très intéressant, c'est pas très utile, mais quand même il existe cet ensemble parce que s'il n'existait pas, ça serait compliqué. Par exemple, pour définir l'intersection ici de G et de E, l'intersection, je le rappelle, hein, c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont à la fois dans G et à la fois dans E, et si jamais cet ensemble vide il n'existait pas, je pourrais pas le définir, G inter E, je pourrais pas l'écrire puisque ça n'existerait pas, il y aurait pas d'éléments en commun, donc il faudrait bien définir une notation, et donc on le note comme ça l'ensemble vide. Bon, on le voit parfois aussi écrit comme ceci avec simplement des accolades mais rien à l'intérieur, mais cette notation encore une fois elle est quand même pas très usuelle, et donc quand G inter E est égal à l'ensemble vide, eh bien on dit qu'en fait G et E sont disjoints, d'accord? C'est ici un mot pour définir que deux ensembles ont une intersection qui est vide, et donc voilà, on l'écrit tout simplement comme ça, et donc faut bien retenir ici cette notion d'ensemble vide qui sert pas à grand chose comme ça a priori, hein, quand on le voit comme ça, mais en fait si, il est quand même utile pour définir justement des choses qui ne seraient pas définies si jamais il n'existait pas. Bon, maintenant on va parler de la notion de complémentaire. En fait, on va utiliser ici G et F à nouveau, puisque G il est inclus dans F, et on va ici parler du complémentaire de G dans F. Donc le complémentaire de G dans F, ça se note comme ceci avec un grand C ici. En indice, on va mettre en fait le plus grand ensemble, c'est-à-dire on va mettre F, et entre parenthèses, ici on va marquer G. Et le complémentaire de G dans F, c'est en fait l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont
dans F, mais pas dans G. Alors on peut se dire comme ça, en fait c'est la même chose que la différence d'ensemble, hein, avec la petite barre, avec le privé de. Oui, hein, c'est la même notion, c'est juste qu'en fait là on parle de complémentaire uniquement dans le cas où G est inclus dans F. On peut pas parler de complémentaire, par exemple pour F et E, ou pour G et E, c'est pas possible, d'accord, puisqu'ils sont pas inclus l'un dans l'autre. Or là G est bien inclus dans F, donc on peut parler de complémentaire. Donc ici le complémentaire de G dans F, ça va être donc ici -1, pi et 23, ok, -1, pi et 23, donc c'est tous les éléments qui sont dans F, mais pas dans G. Bon, si je calcule par exemple le complémentaire de E dans E, déjà est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, pas de souci, E il est inclus dans E, il est inclus dans lui-même, tout ensemble est toujours inclus dans lui-même. Pourquoi? Parce que tous les éléments de E sont dans E. Oui, c'est logique, hein. Donc un ensemble est toujours inclus dans lui-même, donc on a le droit ici d'écrire le complémentaire de E dans E. Ça c'est égal à quoi? C'est, on l'a dit, tous les éléments qui sont dans E mais pas dans E. Il n'y en a pas en fait. Il n'y a aucun élément qui est dans E mais pas dans E. Donc en fait ça va être l'ensemble vide. Oui, hein, tu vois, il est encore utile cet ensemble vide parce que sinon on pourrait pas définir ce genre de choses. Et ça nous fait d'ailleurs réfléchir sur quelque chose, c'est-à-dire donc ce E inclus dans E, donc je viens de le dire, E il est toujours inclus dans E, ça quel que soit l'ensemble E. Et une autre chose qu'on pourrait se demander, c'est cet ensemble vide qu'on retrouve assez souvent du coup finalement, est-ce qu'il pourrait pas être inclus dans quelque chose finalement? En fait, l'ensemble vide, il est inclus dans tous les ensembles, c'est-à-dire que l'ensemble vide, il est aussi inclus dans E, quel que soit l'ensemble E. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les éléments de l'ensemble vide sont aussi dans E, d'accord? Rappelle-toi de la définition. Tous les éléments de l'ensemble vide sont dans E, parce qu'en fait, l'ensemble vide n'a pas d'éléments. Donc, si je prends n'importe quel élément de l'ensemble vide, il sera aussi dans E, puisque de toute façon, il n'y en a pas de base. Donc je sais, c'est une petite gymnastique d'esprit comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est rigoureux d'écrire ça, c'est totalement juste, c'est totalement vrai. Donc voilà, l'ensemble vide est inclus dans E, et E est inclus dans E. Ça, c'est deux choses qui sont quand même assez fondamentales, d'accord, pour la relation d'inclusion. C'est deux choses qu'il faut bien comprendre, puisque ça s'utilise quand même assez souvent. Bien, maintenant on va parler des tuples ou des n-uplets. Bien, alors voilà la définition. Un tuple ou un n-uplet ou une n-liste, hein, on peut appeler ça un peu comme on veut, c'est une collection ordonnée et non injective de n objets. Bon, alors là encore, il y a des choses peut-être encore un peu compliquées. Donc déjà, on va regarder ce qu'il y a dans les parenthèses. On dit qu'un tuple, on peut l'appeler un n-uplet ou une n-liste. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, en fait, j'ai précisé n-uplet ou n-liste. En fait, on retrouve ici le n juste ici, hein, une collection de n objets. Alors, si on veut pas préciser, en fait, le nombre d'objets qu'il y a dans le tuple, eh bien, on appelle ça justement un tuple, hein, pour dire que, voilà, on s'en fiche de savoir combien il y en a. Mais si on veut préciser combien il y en a, on rajoute n uplets, et dans ce cas-là, si on veut un nombre bien précis, un nombre qui n'est pas inconnu ou qui n'est pas une variable, eh bien on va dire que ça sera un 2 uplets, un 3 uplets, un 4 uplets, etc. On met n'importe quel nombre entier en fait à la place du n. Donc par exemple, un 12 uplets ou une 12 liste, c'est une collection de 12 objets. Bon, ensuite, donc ça on connaît, hein, collection, ça on sait ce que c'est, les objets on sait ce que c'est, on a défini ça déjà pour les ensembles. Maintenant, après, on a deux nouvelles choses, c'est-à-dire ordonné ici. Donc, ordonné, c'est quoi? Eh bien, un ensemble, on a dit que c'était désordonné, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en fichait de savoir dans quelle position étaient rangés les éléments de l'ensemble. On s'en fiche de savoir qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, etc. Eh bien, pour un tuple, c'est le contraire, en fait. Un tuple, c'est une collection ordonnée. C'est-à-dire que là, on s'intéresse quand même à la position du premier élément, du deuxième élément, du troisième, etc. Ensuite, on nous dit que c'est une collection qui est non injective. Alors l'injectivité, tu verras ça plus tard, hein, en terminale ou même après le lycée. En fait, l'injectivité, c'est la capacité qu'a une fonction à avoir toujours des antécédents uniques. Donc c'est-à-dire que si je prends l'image d'un nombre par une fonction et que je cherche ses antécédents par la fonction, en fait, il n'y en aura qu'un seul. Il n'y aura qu'un seul antécédent au maximum. Il peut y en avoir 0, il peut ne pas y en avoir, mais en tout cas, au plus, il y en aura un seul. Et donc ici, on nous dit que c'est non injectif. Alors pourquoi on a le droit d'utiliser également ce terme de injectif ou non injectif? En fait, parce qu'un tuple, finalement, ça se rapporte à une fonction. Je vais pas trop détailler pourquoi, mais en fait, ici, on a l'idée de, pour chaque numéro d'éléments, pour chaque indice d'éléments que l'on place dans un n-uplet, donc l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, etc., on peut avoir en fait une fonction qui se cache derrière, qui à chaque nombre entier, comme ça, 0, 1, 2, 3, associe
eh bien un autre nombre que l'on va mettre dans le tuple. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte, en fait, un tuple, c'est un peu une fonction, d'accord? Mais on va pas trop détailler ça. Et en fait, donc c'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser le terme injectif de la même manière qu'on l'utilise pour des fonctions. Et donc ce n'est pas injectif, c'est non injectif. Donc ça veut dire que tout simplement, si je prends un nombre qui est dans mon tuple, eh bien, je peux l'avoir plusieurs fois. Si je calcule ses antécédents par la fonction qui range les éléments dans mon tuple, eh bien, je peux avoir plusieurs antécédents. Donc ce que ça veut dire, tout simplement, pour un tuple, c'est que cet élément, on peut le trouver plusieurs fois dedans. Contrairement aux ensembles où on a dit que chaque élément de l'ensemble ne s'y trouve qu'une et une seule fois. Donc pour conclure, en fait, un tuple, c'est comme un ensemble, d'accord? C'est pour ranger des éléments à l'intérieur, pour ranger des nombres par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être des objets mathématiques divers, des points, des fonctions, même des ensembles. On peut ranger des ensembles dans des tuples ou des tuples dans des ensembles, pourquoi pas. On peut même faire des ensembles d'ensembles ou des tuples de tuples, etc. En fait, tout est possible. Mais du coup, il y a deux différences entre les tuples et les ensembles. C'est qu'un tuple, eh bien, c'est ordonné, donc on s'intéresse bien à la position de chaque élément, contrairement aux ensembles. Et un tuple n'est pas injectif, c'est-à-dire que les éléments à l'intérieur sont potentiellement pas uniques. Alors, si on reprend notre exemple de la collection de timbres, comment on pourrait le représenter alors? Du coup, en fait, ici, on aurait l'idée d'avoir justement un livret dans lequel on classe les timbres justement un par un. Donc chaque timbre a un numéro, a un emplacement dans le livret, et bien sûr il peut totalement y avoir des doubles, des triples, etc. que l'on range n'importe où dans le livret. Donc un livret dans lequel on classe ces timbres, eh bien ça correspond parfaitement ici à un tuple. Bon, alors des applications des tuples dans les mathématiques et en sciences de manière générale, il y en a plein, d'accord? Mais là je vais te donner un exemple d'application, c'est en géométrie. Par exemple, si je place ici un point dans mon repère, n'importe où, bon par exemple si je le place ici, je vais pas faire non plus n'importe quoi, eh bien ce point, je vais pouvoir lire ses coordonnées, je vais pouvoir lire donc son abscisse, qui va se lire ici, donc son abscisse ici, ça va être 2, et puis je vais pouvoir lire son ordonnée, d'accord, qu'on va lire juste ici. Eh bien ces coordonnées, je vais pouvoir les représenter à l'aide d'un tuple, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ici, ces coordonnées, en fait, ça va être 2, 1, d'accord? 2, ça va être l'abscisse, et 1, ça va être l'ordonnée. Et pourquoi j'utilise un tuple et pas un ensemble? Bien, tout simplement parce qu'ici, on s'intéresse bien à la position des éléments, c'est-à-dire qu'on va lire d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée, parce que si j'avais fait le contraire, si j'avais dit que ce point-là, c'était 1, 2, et non pas 2, 1, eh bien, ça aurait été un autre point, ça aurait été ce point ici, donc son abscisse ici, ça vaut bien 1, et son ordonnée ici, ça vaut bien 2. Donc ça, c'est ici le tuple 1, 2. Donc tu le vois ici, la position des éléments a bien son importance. Et ensuite, on a bien dit que c'était non injectif, c'est-à-dire que les éléments à l'intérieur ne sont pas uniques. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aurais pu prendre, je sais pas, moi par exemple ce point-là. Ce point-là ici, c'est le point de coordonnées -1, -1, d'accord, à peu près. Et évidemment, tu le vois bien ici, il y a deux fois le même élément dans le tuple. Il y a -1 une fois, il y a -1 une deuxième fois. Donc il faut bien qu'on ait la possibilité ici d'avoir plusieurs fois le même élément. Ici, en l'occurrence, c'est -1. Alors des tuples à deux éléments, on a dit que ça pouvait s'appeler aussi des deux uplets ou des deux listes. Mais des tuples à deux éléments, on en rencontre déjà beaucoup, on en rencontre très souvent en maths. Donc en fait, on a donné un nom beaucoup plus simple. En fait, on appelle ça un couple, tout simplement. Voilà, un tuple à deux éléments, c'est un couple. Donc ça, faut bien retenir ça. Et puis un tuple à trois éléments, ça va être un triplet. Un tuple à quatre éléments, ça va être un quadruplé, etc. On peut finalement inventer un peu ce que l'on veut. Bien, maintenant, on va parler du produit cartésien. Donc ici, j'ai redéfini deux ensembles. Ici, on a l'ensemble A qui est égal à l'ensemble qui contient 0 et 1, et B, c'est l'ensemble qui contient 1 et 2. Eh bien, le produit cartésien de A et B, qui se note A croix B, d'accord, on ne dit pas A fois B, on dit bien A croix B, c'est égal à l'ensemble des couples AB, donc ça c'est bien un couple, il y a deux éléments, d'accord, un couple AB tel que A appartient à grand A et B appartient à grand B. Donc en fait, le produit cartésien de deux ensembles, c'est un ensemble qui contient des tuples, qui contient en fait des couples plus précisément. Donc voilà, tu vois, jusque-là on a travaillé avec des ensembles qui contiennent des nombres, 0, 1, il y avait 8, il y avait pi. Eh bien le produit cartésien ici, c'est un ensemble qui ne va pas contenir des nombres, mais qui va contenir des couples. D'accord? On a le droit de faire ça, un couple c'est un objet mathématique, donc on a le droit de ranger des couples dans des ensembles, pourquoi pas. Et donc ces couples,
couples, eh bien, ils auront quand même une propriété, c'est qu'en fait, le premier élément du couple doit appartenir à l'ensemble grand A, au premier ensemble, et le deuxième élément du couple doit appartenir ici à grand B, c'est-à-dire au deuxième ensemble. Et à partir de là, on peut en fait imaginer tous les couples qui sont possibles de former à partir de A et de B. Alors, je te laisse quelques secondes pour y réfléchir, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On y va, donc c'est parti. Alors, on va noter du coup l'accolade comme ceci. On va commencer par le premier couple que l'on peut former, c'est par exemple le couple 0,1. On prend le premier élément ici de A, le premier élément sachant qu'on s'en fiche de l'ordre, mais le premier élément qui est écrit, donc 0, et on prend aussi le premier élément qui est écrit dans B, c'est-à-dire 1, et on forme un couple ici avec ces deux éléments, c'est-à-dire 0 et 1. Un deuxième couple qu'on peut former, c'est 0 et 2, donc je vais l'écrire. Un deuxième couple 0, 2. Ensuite, on a aussi le couple 1, 1. Bah oui, hein, on prend le deuxième élément ici et le premier ici, donc c'est 1, 1. Et enfin, aussi le couple 1, 2, donc ça c'est le dernier, 1, 2. Alors pourquoi c'est le dernier? Comment on peut en être sûr? Bah ici en fait on a traité tous les cas possibles, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait se dire ici qu'il y a aussi 1, 0, si jamais il y a 0, 1, il y aurait aussi potentiellement 1, 0. Bah non, parce que attention, il y a bien un sens de lecture, hein, il y a bien un ordre, c'est d'abord A et ensuite B, on regarde les éléments de A et ensuite les éléments de B. Donc ici s'il y avait 1, 0, ça voudrait dire que bon le 1 ça marche, mais ça voudrait dire qu'il y aurait aussi 0 dans l'ensemble B, ce qui n'est pas le cas. Donc ici on a bien tous les couples possibles formés par les éléments de A et les éléments de B, avec les éléments de A en première position et les éléments de B en deuxième position. Alors ensuite on a des notations pour certaines choses, hein, c'est-à-dire qu'on a A croix A, d'accord, qui va se noter en fait tout simplement A carré, d'accord, ça c'est la notation pour désigner tout simplement A croix A, donc le produit cartésien de A avec lui-même, et donc on l'écrit en fait de manière totalement logique A carré, de la même manière que pour les nombres, lorsqu'on les multiplie plusieurs fois ensemble, eh bien on va avoir des puissances qui vont apparaître, donc des carrés, des cubes potentiellement, ce qui me permet d'introduire du coup la notion de produit cartésien généralisé, c'est-à-dire que là c'est un produit cartésien avec seulement deux ensembles, mais on peut le faire en fait avec autant d'ensembles que l'on veut, parce qu'ici en fait on n'a que des couples, hein, on n'a que des deux uplés, des tuples à deux éléments, mais on peut faire ça en fait pour des tuples avec 3, 4, 5, 10, 25 éléments. Donc voilà, ici j'ai créé deux nouveaux ensembles, un C et D, tu le vois. Alors je peux donc définir le produit cartésien de A, B, C et D, donc A croix B croix C croix D. C'est en fait l'ensemble des quadruplés, donc des tuples de longueur 4 ou des quadruplés, etc. Je rappelle, il y a plein de dénominations possibles. Donc l'ensemble des quadruplés A, B, C, D, tels que A appartient à grand A, B appartient à grand B, C appartient à grand C et D appartient à grand D. Et je peux généraliser ça pour 18 ensembles si je veux, donc je peux créer 18 ensembles au total, et on aurait A, croix B, croix C, croix D, croix E, etc. avec 18 lettres possibles. Ce serait donc l'ensemble des 18 uplés, tels que le petit a appartient à grand A, B, C, C, D, E, F, G, etc. Bref, je pense que tu as compris le principe, tu vois, c'est pas très compliqué. Et donc pour revenir aux puissances, d'accord, aux puissances cartésiennes, on appelle ça comme ça, si je note par exemple B, croix, B, croix, B, croix, B, bah ça je peux en fait tout simplement l'appeler B puissance 4, voilà, tout simplement. Bon, le produit cartésien me permet d'introduire une nouvelle notion, c'est la notion d'ensemble non numérique. Oui, jusque-là, on a vu uniquement des ensembles qui contiennent des nombres, d'accord? Et là, quand on a introduit le produit cartésien, on a vu qu'il existait en fait des ensembles qui ne contiennent pas des nombres, mais par exemple ici des couples ou des n-uplés. Eh bien, dans les ensembles, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai parlé des objets mathématiques, j'ai dit que les ensembles pouvaient contenir un peu n'importe quoi, un peu ce qu'on voulait. Eh bien, par exemple, ici, j'ai créé un ensemble qui contient un ensemble. Cet ensemble, on va l'appeler A, d'accord? Donc ça, c'est égal à A. Et donc A, on le voit, il contient l'ensemble vide. Donc comme l'ensemble vide est dans l'ensemble A, bah en fait, on peut écrire que l'ensemble vide, d'accord, il appartient à A. Bah oui, hein, on a le droit de l'écrire, hein, un ensemble appartient à notre ensemble, on a le droit à partir du moment où en fait cet ensemble il contient des ensembles. Maintenant on peut calculer le cardinal de A, donc je rappelle, le cardinal c'est le nombre d'éléments hein, dans A, donc cardinal de A, je vais l'écrire comme ça. Cardinal de A, c'est le nombre d'éléments dans A, et ici il y en a combien? Alors il n'y en a pas 0, d'accord? 0 ça voudrait dire qu'en fait A c'est l'ensemble vide. Or A ce n'est pas l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Donc A il a un élément, et cet élément c'est l'ensemble vide. Donc le cardinal de A il est égal à 1 et non pas à 0. Donc ici il faut faire super attention, là ce qui compte c'est le nombre d'éléments dans A, c'est-à-dire le nombre d'ensembles qui sont
dans l'ensemble, ici, et tu le vois, il y a un ensemble dans l'ensemble, d'accord? Donc le cardinal de A, c'est bien 1. Je peux également créer des ensembles de fonctions, par exemple, ici, l'ensemble des fonctions f, d'accord? Telles que, par exemple, f de 0 égale 1. Ok, donc ça c'est l'ensemble de toutes les fonctions qui existent, telles que f de 0 est égal à 1. Donc si on prend n'importe quelle fonction f dans cet ensemble, eh bien on sait d'office que l'image de 0 par la fonction f, ça sera 1. Un autre exemple d'ensemble non numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est par exemple les droites. Les droites, ce sont des ensembles de points. Eh bien ici la droite D, je peux l'écrire comme un ensemble. Donc je vais l'écrire ici comme un ensemble qui contient des points. Et les points dans le plan, on en a déjà parlé juste avant quand on a parlé des couples. D'accord, on a dit justement que les points pouvaient se représenter par des couples de coordonnées avec l'abscisse et l'ordonnée. Donc ici, en fait, notre droite D, ça va être un ensemble de couples tout simplement. Donc des couples X et Y. Et là, il faut rajouter une condition, donc telle que quelque chose. Et donc là, il faut déterminer en fait l'équation de la droite, c'est-à-dire qu'il faut déterminer eh bien la pente de notre droite, c'est-à-dire le coefficient directeur, on appelle ça. Et puis il faut déterminer l'ordonnée à l'origine de notre droite, c'est-à-dire quand est-ce que notre droite va couper l'axe des ordonnées. Bon, ici je te le donne, ici on a une droite qui forme un angle de 45 degrés avec l'axe des abscisses. Donc en fait, cette droite, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice. C'est en fait la droite ici qui va donner l'égalité y égale x, c'est-à-dire que pour chaque abscisse ici, on a la même ordonnée sur la droite, donc telle que ici, x égale y tout simplement. Effectivement, si je prends n'importe quel point sur cette droite, par exemple ici, bon là ça va être à peu près moins 3 en ordonnée, moins 3 ici en abscisse, donc effectivement on a bien y est égal à x ou x est égal à y. Donc voilà, les droites ce sont des exemples d'ensembles qui ne sont pas numériques, ce sont des ensembles ici de couples. Bon, maintenant qu'on a parlé des ensembles finis, eh bien on va devoir parler des ensembles infinis, puisqu'en fait tu en utilises déjà sans le savoir depuis l'école maternelle. Et oui, quand tu as appris à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Bah en fait ces nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres entiers naturels, et ces nombres-là, tu peux très bien les ranger dans un ensemble, dans une collection de nombres qu'on appelle justement l'ensemble des nombres entiers naturels. Mais cet ensemble, il est infini, puisque tu peux continuer comme ça jusqu'à l'infini, 12, 13, 14, 15, etc. Les dizaines, les centaines, les milliers, les millions, les milliards. Et donc cet ensemble, on va l'écrire, donc c'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon, une première manière de le faire, c'est de l'écrire avec des pointillés, comme ceci, ok. Bon, on comprend l'idée quand on l'écrit comme ça. Mais une notation rigoureuse, c'est en fait de l'écrire avec une lettre qu'on a définie, comme ceci. C'est un N ici avec une double barre, d'accord? C'est ce qu'on appelle le double N ou le N ajouré. On peut l'appeler ici de plusieurs manières différentes. Et donc cet ensemble qu'on note comme ceci avec un N, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres entiers naturels, d'accord? Donc c'est l'ensemble qui contient 0, 1, 2, etc. Donc cet ensemble N, retiens bien parce que tu vas l'utiliser quand même super souvent. Et de la même manière, il y a plein d'autres ensembles que tu utilises depuis l'école primaire même, ou depuis le collège, sans vraiment le savoir. Et ces ensembles, ce sont les suivants. Donc on a l'ensemble qui contient en fait tous les nombres entiers positifs et négatifs, d'accord? C'est-à-dire que il va y avoir moins 1, 0, 1, 2, etc. Donc c'est tous les nombres entiers de manière générale. Lui, on va l'appeler l'ensemble Z. Donc pareil, ici avec une double barre. Ensuite, on a l'ensemble des nombres décimaux. Donc par exemple, je vais pas tous les écrire, je vais en écrire quelques-uns. On va avoir par exemple 3,5, on va avoir 2,78, on va avoir aussi moins 25,4. Mais dans l'ensemble des nombres décimaux, on a par exemple aussi le nombre 3. 3, c'est un entier, je suis d'accord. Mais 3, il peut s'écrire aussi 3,0. Bon, c'est un nombre décimal aussi. Bon, et puis voilà, il y en a plein d'autres. Ok, je les écris pas tous. Et donc ça, c'est donc l'ensemble des nombres décimaux que l'on écrit avec un D, encore une fois, avec une double barre.
Bon, ensuite, il y a l'ensemble des nombres rationnels. Rationnel, un ratio, tu sais ce que c'est une fraction tout simplement. Donc c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Bon, par exemple, on a un tiers, d'accord. Un tiers, ce n'est pas un nombre décimal, il peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Un tiers, c'est 0,3333333, etc. jusqu'à l'infini. Il y en a d'autres, hein, des nombres rationnels. On a par exemple 25 quarts, qui est d'ailleurs aussi un nombre décimal. On a le nombre 1, c'est un nombre rationnel. Il peut s'écrire sous la forme 1 sur 1. Bon, bah, c'est un nombre rationnel, ok. On a le nombre moins 29 sur 7, par exemple. Et voilà, etc. Il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres rationnels que l'on écrit avec un Q. Bon, ensuite, le dernier ensemble que tu vas voir, en tout cas en seconde, c'est l'ensemble des nombres réels, qui contient en fait tous les nombres que tu vas utiliser, en tout cas jusque-là. Tu verras plus tard qu'il y a d'autres nombres qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. Bon, c'est encore autre chose. Puis il y en a même d'autres, hein. Il y a les quaternions, il y a les octonions. Je t'ai d'ailleurs fait déjà une vidéo sur les quaternions, si ça t'intéresse de découvrir ce truc-là. Je te mets cette vidéo juste ici. Bon, en tout cas, l'ensemble des nombres réels, voilà, il contient tous les nombres que tu vas utiliser, en tout cas en seconde. Donc par exemple, il contient le nombre racine carrée de 2. Racine carrée de 2, ce n'est pas un nombre rationnel. Hein, ça pareil, ça se démontre très facilement. Je t'ai d'ailleurs fait aussi cette démonstration, ce que je te mets juste ici. Il y a aussi le nombre pi, d'accord, qui est un nombre voilà, réel, qui n'est pas rationnel. Mais voilà, dans les nombres réels, il y a aussi les nombres rationnels. Hein. Par exemple, un tiers, voilà, un tiers, il est rationnel. D'ailleurs, ça aussi, c'est démontrable, et je t'en ai fait aussi une vidéo juste ici. Puis pareil, si je prends moins 4, bon, bah moins 4, c'est aussi un nombre réel. Voilà, hein, en fait, tous les nombres que tu vas utiliser jusque-là, ça va être des nombres réels. Ok, donc ici, on va le noter avec un R pour justement réel. Bon, voici ici donc les 5 ensembles principaux que tu dois absolument connaître. On a donc N, Z, D, Q, R. Et puis bon, je te fais une petite extension. Il y a aussi donc l'ensemble des nombres complexes qui se note avec un C. Tu verras ça plus tard. L'ensemble des quaternions qui se note avec un H. L'ensemble des octonions qui se note avec un O, etc. Il y en a plein d'autres ici que je ne te détaille pas. Mais voilà, les 5 ensembles qui sont là, faut les connaître absolument par cœur, faut savoir ce qu'ils représentent, faut connaître les éléments qui sont dedans, absolument. Bon, avec les 5 ensembles qu'on vient de voir, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, c'est qu'à chaque fois, j'ai dit que l'ensemble du haut, à chaque fois, ces éléments, ils étaient aussi dans celui du bas, etc. Bon, bah ça, en fait, on l'a vu, hein, ça a une notation, c'est la relation d'inclusion. Donc en fait, n, hein, si on reprend nos exemples ici, n, il est inclus dans z, c'est-à-dire que tous les nombres entiers naturels sont aussi des nombres entiers relatifs, d'accord? Ça, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, et ça, c'est aussi inclus dans D, d'accord. Tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux, d'accord. D, il est inclus dans Q. Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Et puis, ça, c'est aussi inclus dans R, puisque tous les nombres rationnels sont aussi des nombres réels. Bon, maintenant, on va avoir des notations usuelles pour désigner des ensembles un peu plus précis, un peu plus spécifiques. Bon, on va d'abord voir une notion qui est un peu controversée, c'est la notation de Q-bar. Moi, je dis que c'est controversé parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui sont pas trop d'accord avec cette notation, parce que elle peut désigner plusieurs choses, mais en tout cas en seconde, si tu rencontres cette notation, ça va désigner l'ensemble des nombres irrationnels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui ne sont pas rationnels. Et je précise qu'ils sont réels, c'est-à-dire qu'ils pourraient être des nombres complexes ou des nombres autre chose, mais bon, tu verras ça plus tard. Mais en général, voilà, cette notation, c'est pour désigner en fait tout simplement cet ensemble R privé de Q, voilà, tout simplement. Donc rappelle-toi de cette notation privé de, d'accord, c'est pour dire qu'en fait, on prend les éléments du premier ensemble et on y enlève tous les éléments du deuxième ensemble. Sauf que rappelle-toi de ce que j'ai dit juste avant, on a dit que Q, en fait, il était inclus dans R. Donc en fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça a une autre notation, du coup on peut parler du complémentaire, ok. Donc c'est le complémentaire dans R, d'accord, de l'ensemble Q, ok, on peut l'écrire comme ça aussi. Bon, une autre notation que tu vas rencontrer souvent, c'est avec une étoile, R étoile comme ceci. Alors, R étoile, ou ça pourrait être aussi Z étoile, ça pourrait être Q étoile, voilà, mais n'importe quel ensemble ici avec une étoile au-dessus, en fait, ça va désigner cet ensemble privé du nombre 0, d'accord? Donc ça, on va l'écrire, donc tout simplement R privé ici de l'ensemble 0, l'ensemble qui contient uniquement 0. Donc ça, c'est juste une notation, d'accord? Parce qu'en fait, cet ensemble-là, on va l'utiliser très souvent, notamment quand tu vas faire des fonctions qui sont pas définies en 0. Par exemple, la fonction inverse, d'accord? C'est une fonction 1 sur x, d'accord? Qui a x associe 1 sur x. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de diviser par 0, donc 1 sur 0, ça n'existe pas. Donc on dira que cette fonction, elle est définie sur R étoile, donc sur
R privé de l'ensemble qui contient 0. Bon, et d'ailleurs, cet ensemble qui contient 0, en fait, on va appeler ça un singleton. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble qui contient un seul élément, d'accord? Les ensembles qui contiennent un seul élément, comme celui-ci, bah, c'est un singleton. Donc, retiens bien aussi ce mot-là, tu vas le rencontrer assez souvent. Bon, une autre notation que tu vas rencontrer aussi assez souvent, c'est le R+. R+, il va désigner l'ensemble des nombres réels positifs. Bon, pareil, hein, ici c'est l'ensemble des nombres réels que j'ai choisi, mais je pourrais choisir aussi l'ensemble des nombres entiers relatifs, Z, hein, donc on va Z+, ou même D+, Q+, etc. Bon, et en tout cas, R+, en fait, on peut l'écrire comme ceci, donc c'est l'ensemble des X appartenant à R, tel que, et le tel que, on peut le noter avec une barre, comme ceci, ça représente tel que X est supérieur ou égal à 0. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est un ensemble qu'on définit par compréhension. Un ensemble défini par compréhension, c'est en fait un ensemble dont on va définir les éléments selon, en fait, une propriété ici. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait ici, hein, c'est l'ensemble des nombres x qui sont réels, donc des x appartenant à R, tel que, donc là, on définit la propriété, tel que x est positif, d'accord? Supérieur ou égal, hein, c'est pour définir positif, d'accord? Sinon, on dirait que c'est strictement positif si c'était un strictement supérieur. Mais là, ici, c'est bien positif ou nul. Donc voilà, ici c'est un ensemble qui est défini par compréhension, alors que jusque-là, pour l'instant, on avait défini uniquement des ensembles en extension, c'est-à-dire en définissant tous les éléments comme ça, un par un, en les citant. Bon, ici, on ne cite pas tous les éléments un par un, puisque de toute façon, il y en a une infinité. On trouve simplement une propriété sur ces éléments. Bon, ensuite on a R-, donc pareil, hein, j'ai choisi R, mais ça peut être Q, ça peut être D, ça peut être ce qu'on veut. Mais R-, bah, c'est le contraire, hein, c'est l'ensemble des X appartenant à R, donc des X réels, tels que X ici est négatif, d'accord? Négatif ou nul. Et puis à partir de là, bah, on peut faire un peu des compositions, on peut faire des bouquets de fleurs, par exemple ici j'ai pris un Z cette fois-ci, Z plus étoile. Donc je vais le définir aussi par compréhension, donc c'est l'ensemble des X appartenant à Z ici, tel que X, comme c'est un plus, tel que X est positif, ok. Ici, privé de 0, privé de l'ensemble du singleton 0. Donc en fait, ça, on peut l'écrire aussi de la manière suivante, c'est l'ensemble des X appartenant à Z, tel que X est strictement positif. Bah oui, on enlève 0. Donc si on enlève 0, ça veut dire qu'il peut pas être nul, il est forcément strictement positif. Donc voilà, c'est comme ceci qu'on l'écrit aussi. Mais Z plus étoile, il peut s'écrire différemment en utilisant Z. Bah oui, Z plus étoile, regarde, en fait, c'est tout simplement aussi Z privé, ici de Z moins. Bah oui, hein, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs auxquels on enlève ici tous les éléments de l'ensemble des entiers relatifs négatifs. Puis en fait, petite indication, ça on peut l'écrire aussi tout simplement n étoile. Bah oui, n c'est l'ensemble des entiers naturels, ok, étoile parce qu'on enlève ici l'ensemble qui contient uniquement 0, donc le singleton 0. Donc voilà, z plus étoile, bah tu vois, en faisant des petites magouilles comme ceci, on peut finalement trouver assez facilement que c'est exactement le même ensemble que n étoiles. Bien, à présent, on va parler des intervalles. Les intervalles, ce sont en fait des ensembles que l'on note non plus avec des accolades mais avec des crochets et qui contiennent en fait tous les nombres qui sont entre les deux bornes que l'on va écrire à chaque fois. Alors je m'explique. Par exemple, ici on va écrire uniquement deux nombres, c'est-à-dire qu'on va écrire par exemple 2 et 7, ok. Et donc ça, c'est un ensemble qui contient tous les nombres qui sont entre 2 et 7. Et quand je parle de tous les nombres, je parle bien de tous les nombres réels, pas uniquement les entiers. Par exemple, ici, il y aura le nombre pi qui vaut environ 3,14 et qui est bien, du coup, compris entre 2 et 7. Donc ça, en fait, on peut l'écrire par compréhension, donc avec un tel que, avec une condition ici. Donc on va l'écrire de cette manière-là. X appartient à R, donc l'ensemble des X réels, d'accord, tel que, ici, on va mettre 2 est inférieur ou égal à X, est inférieur ou égal à 7. Voilà, comme ceci. Donc l'intervalle de 7, c'est l'ensemble des X appartenant à R, tel que 2 est plus petit que X, est plus petit que 7. Bon, alors on voit cette notation avec la virgule, parfois on note aussi avec un point-virgule, ça dépend des livres, des manuels, ça dépend des profs. Bon, et ça c'est ce qu'on appelle un intervalle fermé, c'est-à-dire qu'en fait, X va pas être strictement plus grand que 2 ou plus petit que 7,
fait, il va être plus grand ou égal ou plus petit ou égal, c'est-à-dire que cet ensemble-là, cet intervalle, il contient aussi des nombres 2 et 7. Et si on ne veut pas qu'il contienne 2 et 7, ben on va le noter en fait avec des crochets dans l'autre sens, qui tournent le dos au nombre, d'accord? Donc ici, ça va s'écrire comme ceci, d'accord? Donc là, cet intervalle-là, il ne contient pas les nombres 2 et 7, donc ça va être l'ensemble des x appartenant à R, tel que, ici 2 est strictement plus petit que x, et qui est strictement plus petit que 7. Et puis on peut bidouiller un peu comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut aussi inventer l'intervalle semi-ouvert à droite, c'est-à-dire qu'on va ici l'écrire comme ceci. Ça c'est l'ensemble qui contient 2 mais qui contient pas 7. Donc on va l'écrire en fait tout simplement comme ceci, 2, 7, l'intervalle de 7 privé ici du singleton 7, d'accord, c'est le même intervalle que celui-ci, sauf qu'on va enlever le nombre 7. Et puis pareil, hein, on peut faire la magouille dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut aussi inventer cet intervalle-là, c'est-à-dire que c'est la même chose que cet intervalle-ci, auquel on enlève le singleton qui contient 2. Voilà, on peut faire ça, tu vois, c'est pas très compliqué à comprendre. Bon, alors ensuite, on peut magouiller avec l'infini. Donc l'infini, c'est, tu sais, cet élément qui est strictement plus grand que n'importe quel nombre réel. Donc l'infini, tu sais qu'il se note comme ceci, hein. Ça, t'as déjà dû rencontrer cette notation. Alors, des infinis, il en existe plusieurs. Il y a plus l'infini, donc c'est l'infini du côté des positifs, et puis il y a moins l'infini, hein, du côté des négatifs. Donc ici, on met soit un plus, soit un moins, en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc on peut créer des intervalles en utilisant l'infini. Donc par exemple, on peut inventer l'intervalle 0 plus l'infini, ok? Donc ça c'est un intervalle. Et alors, attention, petite précision, ici il va forcément être ouvert à droite. Pourquoi? Parce que tout simplement l'élément plus l'infini n'appartient pas à l'ensemble. Donc on tourne le dos quand même à plus l'infini, puisqu'on n'a pas le droit en fait de prendre l'infini. Hein, l'infini c'est pas un nombre, hein, c'est un autre élément. Donc de toute façon, dans cet ensemble-là, dans cet intervalle, on ne compte pas l'infini, on compte tous les nombres jusqu'à l'infini, mais on ne prend pas l'infini, donc on tourne bien le dos à l'infini. Et donc ça, c'est tout simplement l'ensemble ici des x appartenant à R, tel que, eh ben, si on suit la même définition que tout à l'heure, bah, tel que 0 ici est plus petit que x est plus petit que plus l'infini. Alors attention, on tourne le dos, donc ici c'est un strict, hein, un strictement plus petit, comme ceci. Mais évidemment, tous les nombres réels sont strictement plus petits que l'infini, par définition de l'infini, voilà. Donc en fait, ça, on va tout simplement pas l'écrire, hein, strictement plus petit que plus l'infini. Voilà, on le met pas, ça sert à rien. On peut l'écrire, hein, c'est rigoureux de l'écrire, mais on le met pas, on peut simplement l'écrire comme ça. Et ben ça, si tu te souviens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tout simplement R+. Et oui, ça, c'est R+, c'est l'ensemble des nombres réels positifs. Bon, ici maintenant on met ici le crochet dans l'autre sens, celui-ci. Si on le met comme ceci, eh bien on tourne le dos à 0, c'est-à-dire que 0 n'est pas dans l'intervalle, donc ici c'est un strictement plus petit, ici. Et donc là c'est même plus R+, c'est R+, étoile, d'accord? C'est l'ensemble des nombres réels positifs auxquels on enlève 0. Bon, on peut faire évidemment la même chose avec moins l'infini de l'autre côté, d'accord? Moins l'infini, 0 comme ceci, ok, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ici, eh bien, x est plus petit strictement que 0. Et donc ça, c'est tout simplement l'ensemble R moins étoile. Bon, et puis il y a aussi des notations pour ce qu'on appelle les intervalles d'entiers. Alors ça, je vais t'expliquer ce que c'est. Un intervalle d'entier, on note avec des doubles crochets, d'accord? En fait, c'est un crochet avec une double barre. On va noter ici, par exemple, 3 et 8. Ok, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle d'entier. C'est tout simplement un ensemble qui contient tous les nombres entiers entre 3 et 8. Et donc ça, bah, il s'écrit tout simplement d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est l'intervalle ici 3, 8, ok, l'intervalle de nombres réels, ici c'est bien un intervalle de réels, auquel on fait l'intersection ici avec l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc voilà, ces deux ensembles-là, c'est donc la même chose, hein. L'intervalle d'entier 3, 8, c'est tout simplement l'intervalle de réel 3, 8, auquel on fait l'intersection avec l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc les intervalles, c'est super important à comprendre, d'accord? On les utilise pareil un peu partout, notamment avec les fonctions. Tu vas voir quand tu travailleras sur les fonctions, ça va être super important. Et donc de la même manière qu'on peut faire des unions ou des intersections d'ensemble, eh bien on peut faire des unions et des intersections d'intervalles. Par exemple, si je fais, je sais pas, bah, moins l'infini, 0, comme ceci, union 0 et plus l'infini, voilà, donc ça c'est deux
intervalles ici ouverts, d'accord? Bah ça c'est tout simplement l'ensemble R étoile. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'ensemble ici des nombres entre moins l'infini et 0 strictement, d'accord, auquel on ajoute aussi tous les éléments qui sont strictement entre 0 et plus infini. Donc c'est tous les nombres réels, sauf 0, parce que 0 il est ni dans l'un ni dans l'autre. Bon, maintenant si on fait l'intersection des deux, donc il se note comme ça, l'intersection des deux c'est l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Bah là il n'y en a aucun, donc ça va être en fait l'ensemble vide, rappelle-toi, l'ensemble vide qui se note comme ceci. Et donc voilà, on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les ensembles, sur les intervalles, sur les différentes relations qui existent, par exemple la relation d'appartenance, d'inclusion, et on a parlé des différentes opérations qui existent, comme l'union, l'intersection, la différence d'ensemble, le complémentaire. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!